nous nous sommes procuré les images de l'intervention de la brigade du capitaine. Quand ils arrivent sur les lieux, le bâtiment du réacteur numéro 3 est très endommagé. Le toit s'est effondré. Le capitaine Furuya et son équipe sont chargés d'arroser le réacteur avec de l'eau de mer. Nous devions mesurer le taux de radioactivité autour du réacteur numéro 3. Nous avions un camion spécial avec des détecteurs à l'extérieur. Donc on pouvait vérifier les radiations tout en restant à l'intérieur. Nous avons trouvé un endroit où il y avait moins de radioactivité. C'est là que nous sommes sortis pour installer nos tuyaux dans la mer et arroser le réacteur. À ce moment-là, les taux de radioactivité dans la centrale sont 10 000 fois supérieurs à la normale. La brigade va rester 50 minutes sur place cette nuit-là. Pour poser les tuyaux, il faut d'abord étudier le plan de la centrale et se frayer un chemin au milieu des débris. Après, c'est l'obscurité et le son des dosimètres qui retentit de plus en plus fort. Chaque fois que l'alarme sonne, le pouls s'accélère, mais on essaye de garder notre sang-froid. Quand j'ai vu de mes propres yeux le réacteur détruit, là j'ai réalisé ce qui se passait. Il y avait tellement de dégâts. C'était la première fois que je travaillais dans un endroit radioactif. Mais la mission était trop importante. Elle a pris le dessus sur ma peur. Avez-vous l'impression que TEPCO s'était préparé à un accident d'une telle ampleur? C'est délicat. Non, on ne peut pas répondre à cette question. Et ne posez pas des questions personnelles maintenant. Ça suffit. Fin de l'entretien. Le capitaine a reçu une dose de radioactivité de 8,9 millisieverts, le tiers d'une dose annuelle, en 50 minutes. Mais il est prêt à repartir. Qu'en est-il de ceux qui se sont approchés au plus près des réacteurs? Il y aurait eu 12 irradiés à Fukushima. Leur identité et leur visage sont restés soigneusement cachés, comme ces 3 techniciens qui ont marché dans des flaques fortement radioactives. Quand ils sont conduits à l'Institut de radiologie de Tokyo, ils sont dissimulés derrière une bâche en plastique. Nous nous sommes rendus dans cet hôpital de la banlieue de Tokyo. C'est ici que les liquidateurs viennent contrôler leur taux de radioactivité après chaque intervention dans la centrale. L'hôpital a accepté de nous recevoir à l'heure où nous n'avons plus aucune chance de les croiser. Nous arrivons en avance, mais nous sommes priés d'attendre à l'extérieur de l'enceinte du bâtiment. Vous avez rendez-vous à 11h30. Ils vont venir vous chercher. Vous ne pouvez pas rentrer avant. La sécurité a l'air très stricte en ce moment. Il y a des gens qui viennent de Fukushima, donc nous devons protéger leur anonymat. Il s'agit de protéger la vie privée des gens. Si on laisse n'importe qui entrer, ce sera un problème. On m'a dit que vous voudriez interviewer des gens qui viennent pour mesurer des radiations. Si on diffuse leur image, si on voit une personne qui pourrait être irradiée, tout le monde le saura et il pourrait avoir des problèmes. C'est pour ça qu'on est très strict ici. C'est une question de protection de la vie privée. C'est dans ce bâtiment que vous faites les tests de radiation? Oui, mais vous ne pouvez pas y aller maintenant. Ne filmez pas ce bâtiment. Filmez l'autre bâtiment de l'hôpital, s'il vous plaît. Nous allons finalement être autorisés à entrer dans le bâtiment des tests pour quelques minutes. Il n'y a plus aucun patient. L'équipe médicale est restée pour nous. Les murs sont protégés de plastique. Le personnel porte masques et gants. Ils ne sont pas autorisés à nous parler. Un membre de la direction a été diligenté pour répondre à nos questions. Qui sont les gens qui viennent ici? Ce sont des gens qui viennent de Fukushima, principalement. Et combien de personnes par jour recevez-vous? Entre 50 et 60. Ce sont ceux qui travaillent actuellement à la centrale. Et avez-vous constaté des taux de radiation élevés jusqu'à présent? Vous savez, il y a un taux maximum donné par l'État. Et ceux qui ont été contrôlés ici n'atteignent pas ce niveau. Donc il n'y a rien d'inquiétant. 4 jours après le séisme, les autorités japonaises ont relevé le niveau acceptable de 100 millisieverts par heure à 250. Jusqu'à présent, 12 personnes ont dépassé cette limite. Elles ont été orientées vers le service du docteur Akashi, directeur de l'Institut. Lui a très envie de nous parler. Quand l'ambulance arrive, les patients entrent dans cette salle. C'est là que nous les recevons et que nous les trions.
Ensuite, il rentre par là, dans ce sens. Et nous commençons le processus de décontamination ici. Dans le cas d'une contamination externe, les zones irradiées du corps sont lavées pour ôter les particules radioactives. Le personnel, pour éviter tout contact, est protégé de la tête aux pieds. Je vais vous montrer comment ça marche. Les 12 irradiés de Fukushima sont entrés eux aussi dans cette machine pour mesurer leur taux de radiation. Regardez ici. Les mesures en rouge indiquent un taux de contamination élevé. Quand les patients de Fukushima ont passé ce test, c'était comment? Tout rouge? Oui, tout était rouge, tout. Ils étaient contaminés. Ils travaillaient sur le site probablement 6 ou 7 heures. C'est très dangereux. Mais TEPCO, par exemple, est-ce qu'ils vous ont appelé pour vous demander combien de temps les travailleurs pouvaient rester sur place? Vous ont-ils demandé des conseils? Bien sûr, on a donné beaucoup de conseils. On a dit qu'il ne fallait pas qu'ils restent sur le site plus de 5 heures. On leur a expliqué tout ça. Et vous pensez qu'ils vous ont écouté? Parfois oui, mais parfois pas du tout. Parce qu'il faut qu'ils travaillent très vite. Vous pensez qu'en ce moment, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire? Non, ils n'appliquent pas du tout les règles. Vous êtes sûr? Mais comment savez-vous cela? Parce que ce sont eux qui me l'ont dit, les patients. Et c'est un gros problème. Vous pensez que ce serait possible pour nous de les rencontrer, ces travailleurs? Les employeurs leur demandent expressément de ne pas parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Et il ne faut pas parler. Non. Gardez le silence. Eh oui, le silence. Et ça fait longtemps que c'est le silence au Japon comme ça? Oui, ça fait longtemps. S'ils se mettaient à parler aux médias, il y aurait de très grandes protestations. Et on devrait fermer la centrale. Et ça, ils le détesteraient. Ne pas raconter ce qui se passe aujourd'hui, de la même façon qu'il ne fallait pas dire ce qui se passait avant. Sur les dysfonctionnements de la centrale notamment. Nous sommes retournés dans les alentours de Fukushima pour rencontrer cet homme. Il a été préfet de la région pendant 18 ans. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais tout le monde le connaît. Il est celui qui avait prédit la catastrophe. C'est dur, mais je vous assure qu'un jour vous rentrerez chez vous. On va tout faire pour. Soyez courageux. Tous les jours, il va rendre visite aux réfugiés du nucléaire dans les centres d'accueil. Jamais il n'aurait pensé vivre ça. Pourtant, le risque d'un accident nucléaire le hantait depuis longtemps. En 1988, il venait de prendre ses fonctions quand une alarme s'est mise en marche à Fukushima, dans le réacteur numéro 3. Dans le réacteur, un morceau de métal était tombé sur le sol. C'est ce qui a déclenché l'alarme. Nous en avons été informés que bien longtemps après. Quand on l'a su, nous avons demandé des explications à TEPCO. Le directeur adjoint de l'époque nous a répondu quelque temps plus tard. Il nous a assuré qu'il n'y avait aucun problème. Pour eux, ce qui compte, c'est la tranquillité, pas la sécurité.